Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 27 juin 2020. Nous sommes à l'Atomium. L'Atomium est un endroit mythique qui rappelle aux Congolais que nous sommes l'exposition universelle de 1958. Et cette exposition a joué un grand rôle dans l'esprit des Congolais, parce qu'ils ont découvert la Belgique, la vraie, où il y avait des ouvriers, il y avait des cadres, il y avait des prostituées, il y avait des mendiants, contrairement à l'image que le pouvoir colonial donnait au Congo. À 3 jours, la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Questions directes, Patrick Yogo, un cadre congolais qui travaille dans une grande entreprise, un grand groupe belge, Solvay. Ah oui, c'est bien cela. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'Atomium qui est là? Écoutez, ce cadre est plein de souvenirs pour moi, puisque moi j'ai vécu assez longtemps ici en Belgique et j'habitais non loin d'ici dans la commune de Jette. Et c'est ici que je venais jouer quand j'étais plus jeune. Mais au-delà de ça, c'est surtout ce symbole qu'est l'Atomium, qui est cette œuvre monumentale qui a été la figure emblématique de l'exposition universelle de 1958, qui, comme vous venez de le rappeler, a vu pour la première fois cette forte délégation de Congolaises et de Congolais se déverser sur la Belgique. Ça représente aussi, puisque c'est l'atome de fer qui a ces 9 boules comme vous les voyez, qui peuvent aussi représenter les 9 provinces de la Belgique. Toutefois, il ne faut pas oublier que lors de cette exposition, on avait quand même eu à voir ces tristes images de populations congolaises dans leur milieu, soit dit naturel, où ils étaient comme dans un zoo en train d'être observés par la population autochtone, donc la Belgique, la population belge qui se trouvait là et les étrangers qui visitaient l'exposition. Justement, ce que vous dites là, ça rappelle les problèmes de racisme qui secouent la terre entière aujourd'hui avec la mort de l'Américain George Floyd. C'est cela, oui. Et on sent qu'à gauche et à droite, à travers le monde, il y a un lever de bouclier pour qu'on déboulonne toutes ces statues qui rappellent soit l'esclavagisme, soit le colonialisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à votre question, je vais quand même rappeler quelque chose. Un monument où les statues et ce genre de figures servent à avertir. Je suis de formation littéraire, donc le mot monument vient du latin, du verbe monere, qui veut dire avertir. Ça sert d'avertissement et de commémoration quelque part. Et pour donc répondre à votre question, il serait contre l'histoire d'enlever les statues, puisqu'elles servent normalement à avertir. Ce qui serait important, ça serait d'expliquer pourquoi ces statues sont là, pour qu'on puisse comprendre et que les gens se rappellent que voilà ce que l'homme a fait à l'homme. La dernière fois que nous vous avons reçu, je crois, on avait abordé la coalition FCC Cash. Oui. Cela fait maintenant 16 mois que cette coalition existe. Si vous était donné de jeter un regard critique, vous diriez quoi? Il y a tellement de choses à dire sur ce point, mais je vais aller étape par étape. De toutes les façons, d'entrée de jeu, moi je vous avais dit qu'il n'y a pas eu d'alternance. Cela s'est vérifié durant tous ces mois, durant ces 2 premières années. La majorité parlementaire, d'où est issu le Premier ministre, est du FCC, donc de l'ancien régime, entre guillemets. Les gouverneurs sont l'émanation des députés provinciaux, qui eux-mêmes sont tous quasiment, du moins dans la majorité, du FCC. Et de même, les sénateurs, qui sont aussi des élus indirects, sont tous quasiment du FCC. Donc l'alternance n'a pas eu lieu. La question fondamentale ici, c'était de voir comment dégager la majorité au sein de l'Assemblée nationale, donc la majorité parlementaire. Le nouveau pouvoir, du moins à la présidence, avait choisi d'obtempérer
à la proposition, entre guillemets, de l'ancien président de procéder par coalition. Et cet ancien régime, ce regroupement appelé FCC, a imposé cette majorité parlementaire-là, qui se traduit aujourd'hui par, je crois, près de 337 députés. Mais, il faut le savoir, aucun parti politique en République démocratique du Congo n'a la majorité des sièges dans l'Assemblée nationale. Par conséquent, il y aura toujours une coalition pour former un gouvernement. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si la question de la majorité parlementaire avait été plutôt soumise à l'identification par un émissaire, un formateur, un informateur, alors peut-être on aurait pu avoir une autre configuration qui aurait permis, certes une coalition, mais avec une avancée où les gens ne se tirent pas dans les pattes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais justement, on assiste au moment où nous parlons à une crise presque au niveau du gouvernement. Je crois que vous avez suivi les 3 propositions de loi initiées par 2 députés, les députés Aubin Minakou et Gary Sakata. Le ministre de la Justice a transmis l'avis du gouvernement, un avis favorable à l'Assemblée nationale, à l'insu du gouvernement et du président de la République. Quel est votre commentaire? Je m'étonne. Je m'étonne de ce que durant ces 18 ou 19 dernières années, on ne s'est pas penché autant sur la justice pour la réformer alors qu'ils avaient la plénitude des pouvoirs pour le faire. Durant 18 ans. Oui. Et un beau matin, après que la justice a commencé finalement à fouiner dans le passé, dans un passé le plus récent pour commencer, on commence à voir que la justice, il faudrait quand même avoir un œil là-dessus pour pouvoir la contrôler. C'est la lecture que j'en fais et je crois qu'elle est partagée par beaucoup d'entre nous. Maintenant, lorsqu'un ministre, qui normalement hiérarchiquement dépend de son premier ministre, s'il prend des décisions qui engagent le gouvernement sans en référer au premier ministre, il y a tout simplement ce qu'on appelle l'insubordination. Et ce qui est aussi bien sûr, c'est qu'il n'y a pas cette harmonie dans le gouvernement. Donc cette coalition, en réalité, a toujours été une sorte de cohabitation maquillée. À propos de cohabitation, les leaders du FCC demandent justement que la coalition en place se transforme en cohabitation. Jeudi 26, au cours d'une émission sur la RTNC, la télévision nationale congolaise, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a dit qu'il a suivi la volonté exprimée par les dirigeants du FCC pour lever l'option d'une cohabitation. Et il a ajouté, dans cette hypothèse, le président de la République devrait désigner un informateur pour requalifier une nouvelle majorité parlementaire. Qu'en pensez-vous? C'est une analyse qui est objective et à certains égards, j'y souscris. Parce que lorsqu'on parle de cohabitation, c'est-à-dire que les partenaires n'auront plus une même vision sur la politique générale de l'État. Il y a 2 majorités concurrentes. Voilà. Ouais. Et comme je le disais au tout début de notre entretien, requalifier cette majorité parlementaire, l'identifier ou la réidentifier serait une bonne chose. Ce qui pourrait nous conduire probablement aussi à une certaine extrémité qui pourrait être la dissolution à l'heure de l'Assemblée nationale pour pouvoir peut-être repasser aux élections. Mais nous n'en sommes pas encore là. Identifier une nouvelle majorité parlementaire, c'est tout à fait possible. Cela voudrait dire qu'il faudrait en fait débaucher du FCC plus ou moins 87 députés, je dirais même 91, pour avoir une sorte d'équilibre. C'est-à-dire pour minoriser le FCC dans l'Assemblée parlementaire, qui ne s'appellerait plus FCC dans la mesure où il y aura cette défection de quelques députés. Et c'est ce qui s'était passé lorsque
le sénateur à vie, alors président de la République, ne voulait pas s'engager dans le processus électoral et ne pas se présenter, le groupe des 7, le G7, avait quitté pour déforcer justement l'emprise qu'avait ce régime-là. C'est ce qui devrait se passer maintenant aussi. Il faudrait déforcer le FCC de quelques 87 à 91 députés, si pas plus, de manière à ce que le FCC n'ait plus que 249 députés à l'Assemblée nationale. À partir de là, tout est possible, puisque à l'heure d'aujourd'hui, pour qu'il y ait une motion de défiance contre un membre du gouvernement, une motion de censure contre le gouvernement tout entier, quelle que soit cette proposition, qu'elle soit de l'opposition ou même de la majorité, pour qu'elle soit adoptée, non pas pour qu'elle soit recevable, mais pour qu'elle soit adoptée, il faut au moins la moitié des députés. Et aussi longtemps que le FCC sera considéré comme la majorité parlementaire, rien ne peut se faire sans eux. La solution unique, et à ce moment-là, je rejoins donc la personne que vous venez de citer, c'est de requalifier la majorité parlementaire. Et je crois qu'il y a suffisamment de partis politiques qui seraient prêts à quitter le FCC dans certaines conditions, mais ça, c'est aux politiciens de voir comment le faire. Mais une dernière question sur l'actualité brûlante. Que répondez-vous à ceux qui exigent, depuis hier, le limogeage du ministre de la Justice et voire des poursuites judiciaires à son encontre pour faux usage de fou? Parce qu'il a envoyé des avis favorables au nom du gouvernement alors qu'il agissait de son propre initiative. Les ministres, comme tous ceux qui travaillent pour l'État et qui sont payés par l'État, ont certaines obligations. Et lorsqu'ils ne respectent pas ces obligations, sont soumis à des sanctions disciplinaires. Il revient au Premier ministre, dans ce cas-ci, de voir ce qu'il a à faire avec son ministre. Ce ministre de la Justice, est-il du FCC ou il est du FCC? Donc en plus, c'est dans leur même regroupement politique. C'est à lui de voir comment réagir par rapport à ça, mais une sanction disciplinaire s'impose, puisque si on continue comme ça, je crois qu'il n'y aura plus d'action gouvernementale au sens primaire du terme. Ça sera l'action de ministre au nom du gouvernement. Et l'État ne fonctionne pas comme ça. Et je crois que la triste vérité est là. Mais un ministre, un membre du gouvernement n'est pas un fonctionnaire. On ne va pas le blâmer ou lui donner un avertissement. Soit on le maintient, soit on le vire. C'est au Premier ministre de décider. Il peut lui faire une remontrance et lui dire, avant de faire quoi que ce soit, il faut s'en référer à moi qui suis le premier des ministres, voire au président de la République, mais même pas, puisque la politique générale est menée est exécutée par le Premier ministre. C'est à eux de voir. Déjà, lorsque un royaume est divisé contre lui-même, comme dans ce cas-ci, nous savons vers quoi s'attendre. Nous allons aborder maintenant notre sujet. Qu'avons-nous fait de nos 60 ans d'indépendance? Si je vous pose cette question, M. Yogo, vous répondrez quoi? Cette question est très profonde et énorme. Mais je crois qu'il y a eu suffisamment de documentaires, de reportages et de livres et d'ouvrages qui ont été édités sur ce sujet. Où en est la République démocratique du Congo aujourd'hui? Nous venons d'évoquer quelques points ici, dans l'organisation de l'État, son fonctionnement, etc. Lorsque je regarde tous ces fonctionnaires qui, pour la plupart, que ce soit dans les administrations, dans les entreprises publiques, qui ont accusé des retards de salaire d'1, 2, 3, 15, 20, j'entends même parfois des 80 mois, je me pose la question de savoir, existe-t-il un État? Il est important de souligner que nous sommes indépendants, d'accord? Pourrez-vous rétorquer que l'État est là? Il y a une population, un territoire, un pouvoir. Je vais aller plus loin. L'accession à l'indépendance, comme on en parle, qu'est-ce que c'est réellement? C'est plutôt cette souveraineté nationale que l'on a et cette souveraineté internationale vis-à-vis des autres États. Ce jeudi 30 juin 1960, nous l'avions eu, cette indépendance. Mais l'indépendance réelle, qu'est-ce? C'est d'avoir d'abord une organisation d'un processus de prise de décision pour l'intérêt collectif. Donc une économie forte. Je dirais plutôt soit une république, une monarchie constitutionnelle, une forme d'État
qui permet de prendre les décisions au nom de tous. Une démocratie représentative. C'est la première chose. La seconde chose, et là je vous rejoins, c'est d'avoir un trésor public, c'est-à-dire des moyens financiers pour pouvoir faire face aux besoins de la population, aux besoins des investissements, aux besoins de l'intérêt général, de l'intérêt collectif. Donc, lorsque je regarde dans mon rétroviseur, je n'ai pas l'impression que nous ayons cette organisation de prise de décision qui fonctionne comme il faut. Je n'ai pas l'impression que nous avons ce trésor public qui est souverain. Nous ne disposons pas effectivement de nos recettes et les dépenses que nous en faisons lorsque nous avons des recettes, que ce soit par des emprunts ou des taxations ou des impôts, on ne s'en sert pas efficacement. Et enfin, la force publique, celle qui permet de gérer la société, de protéger les civils, l'armée qui permet de protéger l'intégrité territoriale de ce fameux territoire dont vous parliez et de cette population qui y vit. Des rébellions, on en a connu tout le temps. Nous en connaissons encore aujourd'hui. 60 ans après l'indépendance, nous sommes encore en train de nous chercher pour protéger notre territoire et nos populations. Alors, qu'avons-nous fait de ces 60 ans d'indépendance? Je crois qu'en quelques mots, nous avons voulu remplacer le pouvoir colonisateur en prenant tout simplement sa place dans les palais, dans les voitures, dans les fonctions, en oubliant l'essentiel, l'administration, la répartition des richesses et les services publics au pluriel, à savoir la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'électricité, l'eau, tous ces éléments qui permettent à une nation non seulement de subsister, mais en plus d'évoluer et de se projeter dans l'avenir. Et le passé doit nous servir surtout à comprendre le présent, mais avant tout à nous projeter dans l'avenir. Et lorsque je regarde le passé, qui démontre pourquoi nous sommes dans cette situation-ci, nous n'avons pas utilisé à bon escient ces 60 années. Mais est-ce que nous étions préparés pour remplacer le pouvoir colonial, selon vous? Est-ce qu'on avait un personnel formé pour prendre la relève? Bien sûr que non, nous ne l'avions pas. La colonisation elle-même, celle de la Belgique, d'abord par Léopold II, ensuite par le gouvernement belge, n'a pas préparé les personnes, les nationaux à gérer ce pays, contrairement à d'autres colonisations, celle des Anglais par exemple, qui, elles, avaient vraiment autonomisé les locaux. Nous sommes plutôt dans cette idée de paternalisme où la classe dirigeante est d'une certaine couleur et la classe exécutante est d'une autre, et ceux qui bénéficient plus ou moins de tout cela sont encore plus bas. Et c'est ça. Et comme je le disais, on a remplacé cette tête par une élite qui voulait faire comme ceux qui étaient là avant, et on a perpétué ça. Non seulement ceux qui ont remplacé les Blancs, pour citer des couleurs, en prenant leur place, sont devenus des Léopold II eux-mêmes, des rois baudouins eux-mêmes, des gouvernements belges eux-mêmes. Certains ont commencé à les appeler vieux flamands, etc. Et puis, au fil du temps, les différents présidents de la République, celui qui venait voulait remplacer l'autre dans les ordres de la République, etc., sans pour autant s'occuper de la nation. C'est cela tout le problème. En 1960, il n'y avait pas assez de cadres. Mais 60 ans après, il y a un pléthore de cadres. Mais pourquoi on tourne toujours en rond, selon vous? Deux volets. Le premier, pour compléter le point que nous venons juste d'aborder, certes il n'y avait pas de cadre, mais la volonté y était. Lorsque je regarde une personnalité telle que le premier ministre, Lumumba Patrice Emery, une trentaine d'années, il s'exprimait en français, mais ce n'était pas un français de Paris ni de Bruxelles. Et pourtant, il a tenu tête face à des gens, certes plus éduqués que lui, qui ont été familiarisés à l'exercice de l'État, de l'administration. Lorsque je regarde le président Kasavubu-Joseph, pareil, il était connu auxiliaire dans l'administration belge, donc un kalaka comme on dit en lingala. Voilà, à clair. Donc toutes ces personnes avaient cette volonté, cette soif. L'important n'est pas tant d'avoir les diplômes, etc. C'est d'avoir la vision. Cette vision, à ce moment-là, je pense qu'ils avaient cette vision. Aujourd'hui, vous dites, voilà, nous avons les cadres et tout ça. Et ça répond tout de suite à ma première remarque. L'essentiel n'est pas d'avoir la connaissance. C'est surtout de savoir l'utiliser. Maintenant que nous avons cette connaissance de la gestion de l'État et tout ça, qu'en faisons-nous? Nous avons parlé, on a fait le constat de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a marché en 60 ans?
il y a quand même un domaine où ça a marché. Mais bien sûr, un bilan est toujours positif et négatif. Il y a toujours l'actif et le passif. Oui. Ce qui a marché, c'est quoi? C'est cette vision, cette idée nationale. Nous nous reconnaissions comme étant une nation, un peuple qui a droit à son territoire, à ses richesses, l'air, le sol, les cours d'eau, les lacs, etc. Le sol et le sous-sol, on a droit à en profiter, à en jouir. Ça, c'est le côté positif. Et cette élite-là... Donc il y a une nation congolaise. Cette élite-là a réussi à obtenir cela. C'est-à-dire que les décisions étaient prises par des Congolais, puis appelés les Aérois, et ainsi de suite. Ça, c'est indéniable. Maintenant, le côté négatif, c'est comment se sert-on de cela? Nous ne l'avons pas fait. Nous avons une nation, nous avons un territoire, mais nous ne savons pas gérer. Comme le disait dans la Rome antique, on a su vaincre, mais on ne sait pas profiter de notre victoire. C'est cela le vrai problème. Toute dernière question. Que faire maintenant? Après avoir commémoré les 60 ans, que faire en regardant l'avenir? Votre question me rappelle ce passage de l'Évangile. Comme vous le savez, je suis chrétien. Je crois que c'est dans l'Évangile de Luc, oui, au chapitre 3 probablement, verset 10, quelque chose. On posait cette question à Jean le Baptiste. Que devons-nous faire? Sa réponse était simple. À chaque personne, à chaque catégorie de personnes qui lui posaient la question, il demandait tout simplement d'être juste. Au collecteur d'impôts, il leur a dit, n'exigez pas plus que ce que vous devez imposer. Lorsque les militaires venaient, il dit, contentez-vous de votre solde, ne violentez pas la population. C'est cela, la justice. Il faut qu'il y ait une juste répartition de la richesse nationale. Il faut qu'il y ait des dirigeants, des représentants du peuple qui veillent à cela. Non pas à leur enrichissement personnel, car c'est ça qu'on appelle la corruption, mais à ce partage équitable des richesses nationales. C'est ça que nous devons le faire. Et cela dans les 3 piliers que nous avons cités tout à l'heure, l'organisation de la prise de décision, le trésor public et surtout la force publique, l'armée, les services de sécurité. Tout cela mis ensemble, nous pouvons arriver à, en moins de temps qu'on peut l'imaginer avec les nouvelles technologies et autres, arriver à un bond gigantesque dans notre développement et dans notre progrès. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Patrick Yogo, et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Amba. Si j'ai un dernier mot à lancer quand même à mes compatriotes, je crois que le moment est arrivé de ne plus rêver la vie des autres. Il serait important aujourd'hui de commencer à vivre ses propres rêves. Que la paix soit avec vous.